Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans la Procéné Critique, je vais vous parler d'un film assez particulier, à voir au deuxième, voire même au troisième, si ce n'est au quatrième degré, Iron Sky 2 The Coming Race, suite du fameux Iron Sky sorti en 2012 et qui avait eu un succès underground populaire sur internet. Un second volet réalisé toujours par le même Timo Vuorensola, un réalisateur finlandais d'ailleurs, il s'agit d'une coproduction Finlande-Allemagne. Et elle a mis du temps à venir cette suite, hein. Elle a été annoncée en 2016, puis repoussée, et finalement sortie en début d'année. Donc c'est un film de 2019, direct en VOD, hein, parce que je pense pas que des salles de cinéma, du moins en France, les projetaient. Et si vous aimez les parodies science-fiction, action complètement satiriques, un peu à la Spaceballs, pour ne citer que ça, vous allez aimer Iron Sky, le premier, et peut-être cette suite. Alors d'ailleurs, le premier Iron Sky, j'en avais parlé sur cette chaîne il y a un an presque, jour pour jour, j'en avais parlé fin mai, donc on y est presque. Et j'avais bien aimé la double lecture de ce premier Iron Sky. Alors certes, du côté très drôle, divertissement, c'est what the fuck, machin, waouh, waouh, waouh. Mais il y avait cette satire, cette critique derrière, surtout de l'impérialisme américain et de la folie humaine autour de la guerre atomique et tout, avec des références à Docteur Folamour, machin, tout ça. Bref, sans raconter l'histoire du premier film, ici, cette suite se déroule 27 ans, non, 29 ans après, pardon, en 2047. Et à la fin du premier film, disons que la Terre a été rendue inhospitalière par quelques explosions atomiques, parce que ça avait mal tourné. Et on retrouve les survivants, les derniers survivants, sur la Lune. Là où, à l'époque du premier film, on avait découvert des nazis qui s'y étaient réfugiés depuis des années en préparant leur revanche sur la Terre. Bon voilà, les nazis avaient été plus ou moins vaincus, machin tout ça, et les survivants s'étaient installés là-bas puisque la Terre était inhabitable. Or voilà, 29 ans après, la base a proliféré et se retrouve malheureusement en mode surpopulation et manque d'énergie, manque de ressources. Donc il faut survivre. Alors par rapport au premier film, on retrouve un personnage principal, du moins au début du film, celui de Renate Richter, la nazie du premier film, qui est devenue gentille en rencontrant l'américain, l'astronaute afro-américain qui était venu, tout ça. D'ailleurs, ils ont eu un enfant entre-temps, et c'est cet enfant qui va devenir l'héroïne, qui s'appelle Obi, l'héroïne du film, sans en dire plus pour l'instant. Sachant que le père n'est plus là, il est mort entre-temps, machin, sûrement parce que l'acteur n'a pas voulu revenir. Bref, il faut savoir que j'attendais avec une certaine impatience ce deuxième volet. Le premier, j'avais bien aimé, vraiment, c'était très intéressant. Bon, ça partait quand même un peu en cacahuète parfois et tout. Et cette suite avait été annoncée avec un plus gros budget, en effet. Je crois qu'il y a eu 17 millions d'euros alloués à ce film-là. Et on le voit, c'est plus spectaculaire que le premier. Ça va même dans la surenchère ultime. Et malheureusement, le scénario avec. Et c'est à la fois intense dans la parodie. Clairement, ça part vraiment en vrille. Et si on se laisse embarquer, c'est totalement jouissif. Mais malheureusement, avec cette surenchère visuelle et donc de rebondissements improbables, le scénario en perd totalement en cohérence. Et c'est dommage, parce que ce Iron Sky 2 de Coming Race commençait très bien, je trouve, mais vers le milieu, allez, disons à partir d'une heure de film, sur la dernière demi-heure, c'est totalement... Enfin, voilà, ça m'a perdu. Donc, sur l'appréciation même de ce film-là, j'ai bien aimé, c'était assez... Voilà, mais alors sur la fin, je me suis dit, à trop vouloir en faire, parfois on décroche, et même si c'est drôle et que c'est dans l'absurde ultime par moment, il y a certaines choses, tu te dis, mais pourquoi à quel niveau peut-on déconstruire comme ça, sous couvert d'un humour totalement absurde et parodique? À certains moments, tu te dis, il y a un manque de maîtrise quelque part quand même. Bon, après, il faut savoir que ce film a eu des gros problèmes de production. Alors, il a été financé sur Internet pour la plupart, hein. Enfin, il y a eu une grosse partie de l'argent qui a été récolté en crowdfunding sur Indiegogo. Donc, ils ont quand même réussi à monter le budget comme ça. Grosso modo, le film était plus ou moins prêt et tourné depuis 2 ans, mais il fallait, sur la post-prod et des effets spéciaux, parce qu'il y en a quand même pas mal, il fallait finaliser tout ça avec l'argent. Et d'ailleurs, visuellement, c'est une belle réussite. Il y a même du vrai fan service là-dessus.
Sans révéler les pans de l'intrigue, il y a des grosses références bon, à Star Wars, et clairement même aux Star Wars récents, puisque l'héroïne principale qui s'appelle Obi déjà, Obi-Wan, Obi, c'est clairement une c'est Rey quoi de la nouvelle trilogie. C'est clairement ça. C'est une jeune fille combattante, un petit peu débrouillarde, mécano et tout, qui essaye de sauver, enfin, ce qui peut être sauvé autour d'elle, hein, et qui s'impose en héroïne malgré elle. C'est clairement ça. Donc, référence ultime à ça, mais référence aussi à Jurassic Park, parce que, en fait, dans ce film, on va sortir de la Lune. Voilà, je vais pas en dire plus, je ferai une partie spoiler, parce que j'ai pas envie de trop révéler. Il faut que vous soyez surpris quand même par ce qui se passe. Et si j'en dis trop là, hors spoiler, ça va vous gâcher un certain plaisir. Bref, on sort de la Lune à un moment, et puis il y a des références à Jurassic Park. Voilà, on voit des dinosaures là où ils vont. Et c'est bien fait, alors c'est pas très long et tout, mais c'est clairement du visuel à la Jurassic Park, c'est fait vraiment pour nous rappeler en mode nostalgie cette époque-là. Et on se rend compte, bah voilà, qu'en plus de 20 ans, forcément, les effets spéciaux ont évolué et que maintenant, avec un budget, on va dire, assez modeste, même si élevé, grâce aux images de synthèse et tout, on peut avoir la frisson des dinosaures qu'on a pu ressentir à l'époque. Et bon, alors, évidemment, ça devient plus fréquent et tout, mais moi j'ai bien aimé. Ouais, il y a des moments où on voit des brontosaures et tout, des triceratops, des T-Rex, et avec les mêmes bruits, et forcément les mêmes bruitages que l'époque Jurassic Park et compagnie. Fatalement, bah, ça s'apparente à du service, pardon, mais ça ne peut être que jouissif pour quelqu'un qui a la trentaine comme moi et qui se rappelle de son adolescence. Il y a aussi des petites références à Indiana Jones, forcément. Il y a un côté archéologique, mythe et légende qui est abordé, et même totalement détourné. Voilà. Donc l'objet, c'est la survie, trouver une nouvelle source d'énergie pour faire fonctionner la base lunaire et où, on va dire, installer les gens qui y habitent ailleurs. Donc ils vont trouver cette énergie grâce à un revenant, dont je ne vais pas dire le nom pour l'instant, mais que je vais évoquer en spoiler. Et après, bah, ça part totalement en live, faut le dire clairement. Alors, le côté satirique, critique du premier film, anti-américain, impérialiste, anti-folie humaine et tout, il se perd un peu sur ce film-là. J'ai envie de dire à cause des références, énormément de références pop culture et théories, légendes et conspirations, pour pas en dire plus. Il y a tellement de tout ça que finalement on perd un peu en critique sociale par rapport au premier film. Même, on perd carrément. Il y a juste quelques points assez intéressants et drôles sur la critique envers la nouvelle technologie, puisque sur cette base lunaire, parmi les habitants, il y a eu une nouvelle religion qui s'est créée. Alors ça, c'est pas un spoil de le dire, on le voit dès le début du film. La religion du jobsisme, les jobsistes. En gros, ils vouent un culte à Steve Jobs, Apple et tout. Ils sont habillés en blanc et ils ne jurent que par l'iPhone, l'iMachin, l'iTruc. Alors, la religion de la nouvelle technologie, des réseaux sociaux et tout, pourquoi pas? On peut imaginer que dans 20-30 ans, il y en ait une de religion qui soit autour de la technologie. Il y a même, je crois déjà, des trucs assez improbables, des cultes d'intelligence artificielle et tout qui ont été créés par-ci par-là, donc pourquoi pas? Mais malheureusement, je trouve que c'est un peu amené. C'est très factuel, alors ça ressemble à une secte, mais ça ne va pas assez loin. Ça me rappelle quelque part à la secte, ils sont habillés en blanc, enfin la secte, le groupe un peu étrange qu'on peut voir dans la série de Leftovers, si vous connaissez la référence. Mais ça va pas super loin. Ça nous permet de voir que le gourou donc, de cette secte est joué par un certain Tom Green, qui est un acteur assez connu, je crois qu'il a été au Saturday Night Live aux États-Unis, j'ai peur de dire des bêtises. Enfin, c'est un Canadien-Américain qui a beaucoup œuvré sur. Alors, c'est The Late Show avec David Letterman, surtout. Voilà, c'est un comédien, c'est une sorte de stand-up comédienne, comme on dit. Enfin, bon, bref, voilà. Et ça me permet aussi de parler du casting, parce que au-delà même du retour donc, de Julia Ditch dans le rôle de Renate Richter, il n'y a pas d'acteur très connu, clairement. Si ce n'est le retour, là aussi, de Udo Kier, cet acteur allemand qui a une gueule, qui a joué beaucoup de méchants dans l'histoire. Je l'ai récemment vu dans le fameux téléfilm sous forme d'épisode de série de John Carpenter, La fin absolue du monde, par exemple.
Il avait joué dans La Fin des temps, me semble-t-il, avec Schwarzenegger. À l'époque, quand j'avais fait la vidéo sur Iron Sky, j'avais dit qu'il avait joué à l'aube du 6e jour. Je m'étais trompé dans les navets de Schwarzenegger. Là. Ben, bref, donc il revient cet acteur. Et pourtant, ceux qui ont vu le premier Iron Sky devraient se dire, mais c'est pas possible, normalement. Bon bref, je vais en parler en spoil. Bon, sinon, pour terminer cette partie non spoil, donc il y a beaucoup trop de références en fait. Ce film part totalement ailleurs, et à vouloir enchaîner et empiler les références, ça, on s'y perd sur la fin. Alors c'est intéressant parce que tout ce qui est conspiration, théorie du complot, légende de la Terre creuse, donc les nazis, machin, on en reparle forcément, les reptiliens, extraterrestres, machin, tout ça, tout ceci mélangé, on te balance ça à la gueule, et ça donne un scénario complètement improbable qui peut fonctionner sur sa première partie, mais on voit clairement qu'une fois arrivé à là où ils doivent récupérer l'énergie et tout, la seconde partie du film manque clairement d'écriture et on se perd. Et c'est un peu dommage parce que c'est bien, c'est un film parodique et tout, donc on accepte beaucoup plus de choses. Il faut le regarder en mode nanar, quoi. Il faut oublier voilà, les codes et tout parce que sinon tu vas décrocher, tu vas dire que c'est un film pourri. Non, moi j'ai trouvé que c'était un film intéressant quand même et je me suis bien amusé devant. Mais c'est dommage parce que la première partie du film est plutôt bien écrite, c'est assez intéressant. Et ça ne s'assume plus sur ce point, sur sa fin, sur son dernier acte, on va dire, sous couvert de bah, on est en mode satire parodique, on s'en fout et tout. C'est dommage parce que sur la première partie du film, les deux allaient de pair et ça se suivait plutôt bien comme ça. À l'image du premier film qui arrivait à garder plus ou moins à 80-90% cet équilibre-là tout le long. Mais bon, voilà, on peut pas tout avoir non plus. Bon, je vais quand même passer au spoiler pour révéler les trucs complètement fous de ce film en mode intrigue et tout. Donc, si vous voulez ne pas être, on va dire, ne pas avoir votre surprise gâchée, arrêtez là la vidéo et allez voir le film qui est disponible en VOD assez facilement. Et à partir de maintenant, spoiler. Donc, bref, les nazis de l'époque ont été vaincus, oui, mais il en reste un qui a survécu. On ne sait pas trop comment au début, donc le fameux Wolfgang Kurzweich. Excusez-moi la prononciation, je le fais volontairement mal parce que j'ai pas bien lu. Donc voilà. Qui est donc joué par Udo Kier, qui était le chef, le Führer, le nouveau Führer, machin, qui avait remplacé Hitler et qui gérait les nazis sur la Lune. Il revient et en fait il révèle que c'est un vril. Il a survécu parce que c'est un vril, en fait une sorte d'extraterrestre reptilien, qui annonce comme ça, tranquillement, on sait pas trop pourquoi, on sait pas d'où il sort et tout, mais il annonce, voilà, nous sommes des reptiliens, nous avons colonisé votre planète à l'époque des dinosaures, c'est là où on voit le flashback avec tous ces dinosaures et tout, et c'est nous qui sommes un peu responsables de votre évolution, on a accéléré le truc, on a vu des primates, on leur a donné la fameuse énergie, là, le Vrillian, enfin je sais plus quoi le nom, bref, et c'est grâce à nous que vous avez évolué, sinon vous auriez peut-être attendu des millions d'années en plus. Bref, voilà. En gros, ces reptiliens ont créé l'humanité et après ils l'ont manipulée, puisqu'on retrouve, il s'avère que ces reptiliens de base et tout sont devenus des leaders historiques ou des hommes importants de l'histoire humaine. Et donc on voit en fait, pour compléter, ces reptiliens, vriliens, machin, ils sont toujours sur Terre, mais ils ont vécu dans la Terre creuse. Ces voyages vers Agartha à un moment. Clairement, comme l'animé, le film d'animation de Makoto Shinkai. Ils ont survécu dans la Terre creuse. C'est pour ça que d'ailleurs ils quittent la Lune, donc ils vont chercher l'énergie en passant par l'Antarctique où ils vont vers la Terre creuse. Tiens, ça rappelle Lovecraft, les montagnes hallucinées aussi. Bon bref, il y a tellement de références là-dessus, on ne sait plus où donner de la tête. Et on se rend compte en gros que ces reptiliens qui survivent là-bas ont donné des leaders à l'humanité tels que Staline, Margaret Thatcher, il y a même Mark Zuckerberg, Steve Jobs, donc voilà, Ben Laden, Poutine, Genghis Khan, Kim Jong-un, Caligula, enfin bon, on les voit tous, et d'ailleurs ils sont présentés sous une forme assez incroyable, là encore référence clin d'œil ultime, on les voit apparaître comme le tableau de la scène, le dernier repas, tous ensemble et tout. Et bien sûr, parmi ces krill-là, il y a Adolf Hitler qui s'avère être le frère de Wolfgang machin et tout, et ils sont en froid les deux, puisque Adolf Hitler, lui, donc, son frère a créé l'humanité, lui, il veut la détruire, grosso modo, et il veut tout annihiler. Et on y retrouve d'ailleurs, dans ce
contexte vrilien de la Terre creuse, la fameuse présidente des États-Unis du premier Iron Sky, la parodie de Sarah Palin, qui est aussi une vrille et tout, et qui se retrouve là. Voilà. Ça me fait toujours marrer parce que si le film était sorti plus tard, ça aurait été une parodie de Trump qu'on aurait eu. Parce qu'à l'époque, Sarah Palin était un petit peu celle qu'on risquait éventuellement d'avoir comme présidente un peu folle dingo des États-Unis. Je crois qu'ils ont eu un peu pire après, c'est drôle. L'ironie de l'histoire. Bref, ça part en cacahuète, théorie de... Enfin, la Terre creuse, machin, il y a encore des dinosaures, poursuite en char bénure avec Margaret Thatcher dans un char tiré par des tricés, c'est n'importe quoi, Ben Laden avec un des papes de l'histoire, machin, qui font un Miami, alors que normalement, là, ils ont fait la guerre des religions. Enfin, voilà. Et puis ça, c'est n'importe quoi. Les visuels sont bien, mais c'est n'importe quoi. Et puis après, ils reviennent sur la Lune, machin, l'énergie, tout ça. Wolfgang truc, Hitler revient avec le vaisseau, parce que lui, il veut les annihiler. Il revient, il sort du vaisseau à cheval sur le T-Rex, et il dit Zig Heil Motherfuckers. Enfin, non, mais c'est drôle. Mais la deuxième partie du film, c'est improbable. D'ailleurs, je vais même pas vous raconter la fin. Ah si ce n'est la toute fin, où il y a un des personnages qui fait son coming out, ça n'a aucun sens, il n'y a aucun intérêt dans le film, meurt, mais en fait n'est pas mort. Oui, on en est là, tellement ça devient n'importe quoi à la fin. Bref, j'ai apprécié, mais sur la fin, je me suis quand même réservé pas mal de... Enfin, j'ai mis pas mal de réserves avec moi-même. J'ai mis 6 sur 10 sur Sens Critique, parce que c'est un nanar qui s'assume, donc sur ça, c'est réussi. Mais sur le plan du scénario, on aurait tellement pu avoir plus cohérent, tout en restant dans la satire assez drôle, que, bah, voilà. Et puis, ouais, il y avait des critiques intéressantes qui se sont finalement mises à la poubelle, juste pour le what the fuck, ce qui est dommage, selon moi. Mais bon, après, les personnages sont plutôt amusants à suivre. Donc, il y a celle qui fait un peu la Rey de Star Wars, là, qui est jouée par Lara Rossi, la fille de Renate et de Washington. Et ils se font un groupe et tout, avec un mécano russe qui essaye de la draguer, mais qui est très maladroit. Un gros bras qui s'appelle Malcolm, c'est lui qui, à la fin, va faire un coming out improbable. Et puis les Jobsistes, parce que c'est tous ces gens-là qui vont aller sur la Terre, dans la Terre creuse, pour essayer de récupérer l'énergie. On ne sait pas trop pourquoi ni comment, mais bon, ils se retrouvent tous ensemble, forment une équipe. Il y en a qui survivent, il y en a qui sont bouffés par Steve Jobs, reptilien. Ouais, c'est... Voilà. Bref, c'est particulier, mais c'est quand même très récréatif. Mais je préfère le premier. Là, ça va trop loin, en fait. À vouloir faire mieux que le premier, ils ont voulu en mettre plein la gueule, et tout ce qui est théorie reptilien, complot, origine de l'humanité, machin, on voit que c'est des codes détournés. Il y a même clairement des passages bibliques qui sont... voilà, les premiers primates, c'est Adam et Ève. Bon, voilà, on joue là-dessus, mais à force de trop jouer là-dessus, le scénario a totalement disparu. Sur les 40-45 dernières minutes du film, le scénario est mort. Voilà, mais c'est pas grave, hein, on accepte quand même. Et un troisième volet est prévu pour cette année. Alors, si c'est comme celui-ci, on va peut-être l'attendre pour 2021, vous voyez, 2022. Mais dans ce troisième volet, apparemment, ce serait un spin-off, ce serait pas vraiment une suite, et il y aurait Andy Garcia dedans. Pourquoi pas? Toujours plus! Mais en espérant qu'ils arrivent quand même à mieux gérer le côté storyline, narration et tout. Hein. Voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Iron Sky 2, qui vaut quand même le coup pour se marrer. Et je m'excuse pour cette critique encore plus, on va dire, déjantée que d'habitude, mais en même temps, comment voulez-vous faire un truc construit sur un tel film, surtout en impro? Là, on nage en plein délire, hein, vous ne croyez pas? Bref, à la prochaine, ciao.